Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour l'instant été. Nous sommes aujourd'hui sur le port de Brest où se préparent les fêtes internationales maritimes. 1500 bateaux seront réunis ici dans les bassins. Alors nous nous intéressons bien sûr à la façon de faire naviguer autant d'unités et qu'elles soient petites ou grandes, elles auront toutes leur heure de gloire. Ce sera le cas de l'Audiernais. Le bateau est en restauration depuis de longs mois au chantier du GIP. Nous allons découvrir dans un instant l'Audiernais. Voilà, nous sommes à bord de l'Audiernais, au chantier du GIP, ici à Brest, en compagnie de Yann Mauffret. Bonjour. Bonjour. Yann, vous êtes le responsable de ce chantier. Alors, l'Audiernais, un bateau donc, qui était à Douarnenez, qui est en fin de restauration. Ça a duré combien de temps, la restauration, ici? C'était une restauration d'1 an. On a commencé en octobre. Et ça a été assez important puisqu'on a refait tous les hauts du bateau, le pont sur lequel vous êtes, tous les bordés des hauts, une grande partie des membrures, ce qu'on appelle le barottage, et aussi les pièces maîtresses, c'est-à-dire l'étrave, la partie avant, les tambottes, la partie arrière. Donc c'est vraiment une restauration globale sous le contrôle des monuments historiques. Et là, c'est les derniers coups de pinceau parce que l'Audiernais est mis à l'eau ce mercredi pour le début des fêtes maritimes. Oui, c'est une grande tradition dont on a du mal à se départir, c'est-à-dire on est toujours à la bourre pour les fêtes maritimes. Donc le bateau doit sortir demain, être mis à l'eau mercredi pour ce sera l'événement après l'arrivée de l'Hermione, ce sera l'événement qui lancera les fêtes de Brest, donc une mise à l'eau à 13h le mercredi. Ce bateau, il a 80 ans. Quelle est son histoire? C'est un bateau assez étonnamment, maintenant ça paraît étonnant, mais c'est un bateau qui faisait le courrier entre Brest et Audierne, c'est-à-dire qu'il transportait des marchandises entre Brest et Audierne. Un temps, mais après il a eu tous les métiers puisque il a pu faire la pêche, il a aussi fait le sable. Donc c'est un bateau qui c'est un peu un camion de la mer. C'est un bateau qui a des formes, vous avez vu, très très fortes, très larges, avec une cale de chargement où on peut charger les matériaux. Et il a eu sa vie jusque dans fin des années 70. Il a même participé à la pêche, à des campagnes de pêche? Oui, il a fait la pêche à la langouste, je crois. À la langouste, ouais. D'accord. Yann, cette gabarre, vous l'avez pratiquement désossée. Est-ce que lors du démontage, vous avez découvert aussi des éléments techniques? Ce qui est particulier sur les gabarres, c'est c'est des bateaux de charge. Il y a des bateaux qui sont faits pour aller vite, ou des bateaux qui sont faits pour manœuvrer les bateaux de pêche, c'est fait pour manœuvrer court, pour aller chercher les engins de pêche. Mais une gabarre, c'est fait pour porter, c'est un camion en quelque sorte. Donc c'est un bateau qui a beaucoup de volume, qui est construit très très solidement et qui peut charger, l'Audiernais devait charger 50 tonnes de matériaux. Ouais. Quand vous avez démantelé la coque, vous avez retrouvé aussi des techniques de fabrication particulières. C'est toujours un peu une découverte du travail des anciens? Oui, tout à fait, parce que même si la méthode de construction dans les grandes lignes est à peu près la même, membrures bordées, mais chaque chantier avait sa particularité. Et dans le montage des membrures, dans la manière de disposer ses bordées, de structurer la voûte. Et là, on voit bien que c'est un chantier de Camaret, où il y a un peu l'inspiration quand même des voiliers, des langoustiers avec une voûte. C'est une gabarre qui a une très belle voûte. La voûte, c'est la partie arrière qui est très élégante et on sent bien la patte des charpentiers camaretois. C'est tout ça qu'on peut raconter aussi pendant Brest 2016 parce que le chantier du GIP pour la première année, pour la première édition de ces fêtes nautiques sera ouvert à la visite. Vous recevrez le public? Oui, on recevra le public. On souhaite mettre en valeur tous ces bateaux monuments historiques. Le travail qui est fait depuis plus de 30 ans maintenant pour sauvegarder le patrimoine maritime. Merci beaucoup Yann Mauffret. On vous laisse continuer la peinture. Vous étiez en plein dedans quand on est arrivé. Nous, on va continuer avec la découverte des reportages d'actualité bretonne. 6 mois de prison avec sursis et 20 000 € d'amende. La peine est tombée contre Yann Guichard. Le skipper a été reconnu coupable de blessures involontaires et de mise en danger de la vie d'autrui. Le 16 juin 2015, au large de l'Orient, à la barre du Maxi Trimaran Spindrift 2, en marge du départ de la Volvo Ocean Race, il avait percuté un semi-rigide au bord duquel Virginie Le Namouik avait perdu une jambe dans la collision. Du monde au balcon pour le baptême de l'AC45 Turbo du Groupama Team France à Lorient-la-Base. Et du monde encore au parterre. Une belle ferveur pour accompagner la bande à Camas en route pour la 35e Coupe de l'América. Le bateau est magnifique et je trouve que c'est un beau défi pour la région. Je travaille dans l'aérien, donc tout ce qui est voile, ça se rapproche beaucoup. Et puis là, on a vraiment une magnifique aile sur ce bateau. Il y avait vraiment des moments émouvants. Et puis c'est un moment de partage, donc c'est vraiment pour leur porter bonheur. Tenez le bon cap et puis on croit tous en vous.
C'est le 6e bateau mis à l'eau par le Petit Mozart de la voile. En décembre prochain, de nouvelles coques en feront un AC50, la jauge retenue pour la prochaine Coupe du Monde de la voile. Ça fait quand même 1 an que le bateau est en gestation. Maintenant, c'est une super étape d'avoir mis toutes les pièces ensemble. On a vraiment hâte de découvrir les sensations et les vitesses sur ce type de bateau. Le bateau va donc évoluer pour être performant. Pour cela, il faut encore trouver 5 des 30 millions du budget, tout sauf un détail. Ah oui, parce qu'à un certain moment, c'est dans le détail qu'est la différence. Si on ne peut pas faire le détail, c'est pas le style de Franck Camas, donc il faut vraiment qu'on se défonce pour trouver des partenaires supplémentaires. Pour attirer de nouveaux sponsors, le défi français s'est doté d'un parrain qui connaît ce genre de challenge. C'est un défi technologique, c'est un défi pour la région, Bretagne, parce qu'il y a quand même énormément de marins, de bateaux qui sont là, mais c'est un défi pour la France. Donc indirectement, ce qu'on amène, voilà, c'est de faire parler un peu du projet. Si ça peut générer des soutiens, et éventuellement même des moyens, tant mieux, c'est comme ça que ça marche. Le soutien populaire, lui, est déjà tourné vers les Bermudes, plan d'eau de la 35e America's Cup en juin prochain, car après l'épopée des Bleus de Deschamps, les Français pourraient bien se trouver ici une nouvelle belle équipe à supporter. Cette parcelle de maïs, Jean-François Guillemotte l'a semée à la fin avril. Début juin, sur 19 de ses 37 hectares de maïs, il constate les dégâts causés par la mouche Géomysa. Il a dû semer de nouveau les parcelles touchées. Le surcoût avec le temps passé, il est entre 4 et 5 000 euros, quoi. Si je compte mon fioul, mon temps passé, et ma semence et le travail du sol, tout ça. L'éleveur de Ruffiac s'inquiète aussi des conséquences sur son stock de maïs pour nourrir ses 70 vaches laitières. Cette situation, la FNSEA assure l'avoir constatée sur près d'un quart des surfaces de maïs semées en Bretagne et estime le préjudice global à plus de 20 millions d'euros. Pour Jean-René Meunier, pas de doute, les surfaces touchées ont un point commun. 50% à peu près des surfaces bretonnes ont utilisé un traitement à base de néonicotinoïdes pour les protéger contre 2 insectes, le taupin et contre donc la Géomysa qui fait des dégâts sur les maïs, comme cette année. Et les surfaces qui n'ont pas été traitées avec ce produit, c'est là où on a des gros dégâts. Et moi j'ai du mal à expliquer à mes collègues que parce que des hommes politiques ont décidé de supprimer ce produit-là, peut-être que l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, ils perdront 50% de leur production. Car hier, la FDSEA n'a pas interpellé les élus au hasard. Ce mardi, le Sénat vient d'adopter un amendement pour interdire les néonicotinoïdes en 2020. Le sénateur Joël Labbé militait pour leur interdiction dès 2018. Pour moi, c'est acceptable dans la mesure où il y a une date d'arrêté pour l'interdiction définitive. Les alternatives, pour moi, ce ne sont pas des molécules, c'est des changements de pratique, des rotations longues, choisir des espèces naturellement résistantes, travailler là-dessus, remettre en avant l'agronomie et l'agroécologie. Leur défense, c'est continuer l'agrochimie. Le texte devra encore être validé à l'Assemblée nationale le 19 juillet. Avec plus de 200 000 heures de vol, le super étendard modernisé pose sac à terre pour une retraite bien méritée. C'est la fin de 40 ans de règne pour l'avion mythique de la Marine nationale jusqu'à l'arrivée du Rafale à la base aéronautique de Landivisiau en 2001. Dernier hommage ce mardi pour l'aéronef qui a servi tous les porte-avions français depuis 1978 afin d'intervenir sur les conflits aux 4 coins du monde. Dans tous les coins du globe, avec les porte-avions Foch, Clémenceau et Charles de Gaulle, l'ex-Yougoslavie, le Liban, le Moyen-Orient, l'Afghanistan. Il a été part de tous les conflits des 40 dernières années. Le super étendard a été le premier avion vraiment moderne avec un équipement moderne, une centrale à inertie, un viseur tête haute. Et donc ça a apporté énormément pour notamment le travail à bord du porte-avions. Ça a changé complètement la donne parce qu'enfin on savait où on naviguait, on savait où on allait. La 17F et ses 5 derniers super étendards modernisés est un lieu formateur unique en Europe. Ici sont formés tous les pilotes capables d'apponter sur les porte-avions de la Marine nationale. Un petit côté triste de voir ce bel avion partir là, mais néanmoins je suis confiant dans l'avenir et dans les capacités multipliées du Rafale. Voilà, donc je suis très content que mes pilotes passent très prochainement sur Rafale. Landivisiau est référent dans ce secteur parce que c'est entre guillemets l'unique base de chasse embarquée en France et en Europe à l'heure actuelle. Donc les pilotes qui appontent et qui sont catapultés des porte-avions français, eh bien, sont un jour ou l'autre passés à la maison mère ici à Landivisiau
C'est une petite notion que j'aime bien. On parle souvent du porte-avions Charles de Gaulle. Et moi, j'aime bien appeler ma base le porte-avions de granit, puisque nos destins sont vraiment très intimement liés. Physique, le Super Étendard est aussi un avion exigeant. Ce qui est sympa avec le Super Étendard, c'est que c'est un avion qui a la réputation d'être difficile à apponter. Du coup, quand on y arrive, on est très satisfait de soi-même. Et puis en plus, c'est un avion qui a un cockpit qui est relativement petit. Donc quand on s'assoit dans cet aéronef, on a vraiment le sentiment de faire corps avec la machine. Et ça, c'est très agréable. Le Super Étendard cède volontiers sa place au Rafale parce que ce sera un multiplicateur d'effets militaires et il apportera vraiment un plus qui est remarquable pour les opérations. Dernier décollage pour le Super Étendard qui laisse dorénavant le champ libre au Rafale. À terme, l'Andivision comptera 12 au sein de sa flottille qui conservera les mêmes missions. Et nous sommes sur le port de Brest, toujours en compagnie de Didier Rago. Bonjour. Bonjour. En charge donc de la partie maritime de cette fête, plus de 1200 bateaux attendus ici dans les bassins du port. Comment on fait rentrer autant de bateaux? Il faut pousser un peu avec le pied là, parce que il y en a qui vont être jusqu'à 5, 6 à coupe. Donc c'est pas évident, mais c'était la seule solution pour accepter le plus de monde possible. Didier, vous n'êtes pas seul. C'est quoi l'organisation? Combien de bénévoles sont mobilisés pour rien que cette partie maritime? La partie maritime, on sera à peu près, tout compris, on sera à peu près entre 120 et 130 personnes à peu près. Et une centaine de bateaux, hein, c'est ça? Oui, au niveau rien que pour l'organisation. Les embarcations ça représentera à peu près une centaine de bateaux pour les embarcations, avec des changements par jour, avec des missions chacun, des missions pour aider à faire les entrées, repérer les entrées, diriger les gens, d'autres missions qui sont avec la presse, comme vous, pour amener la presse. Parmi les centaines de bateaux que vous connaissez, Didier, qui participent à cette fête, est-ce qu'il y a un préféré? Un seul, ça serait... Bon, il y en a beaucoup, mais bon, si on devait en choisir un, moi j'ai un petit coup de cœur pour Enchantement, un bateau, un Simeji, qui est assez, qui est joli, je peux pas dire autre chose. C'est comme un tableau que vous regardez, vous savez pas pourquoi il est joli, mais il vous prend le cœur. Donc celui-ci, je dirais, voilà. Bon, après, il y a tous les gros, hein. Il y a les répliques, l'Hermione, évidemment. Le standard aussi, c'est quelque chose qui s'enseigne, le standard, parce que c'est un bateau qui a été fait en famille russe, avec un capitaine qui est formidable. Et le bateau, ils ont eu 7 ans pour le faire, pour le construire, donc c'est quelque chose, je souhaite à tout le monde qui aille le visiter. Il y a le Nao Victoria aussi, qui est l'ancien réplique du bateau de Magellan, qui sera dans la Parfelle aussi. Je conseille aux gens d'aller voir ça aussi. Et puis tous les autres sont tous jolis à voir. Hein. On a essayé de... Moi, j'avais créé une commission à peu près de 14 personnes pour m'aider à sélectionner, parce que je me voyais pas seul et avec mon équipe sélectionner tous ces bateaux-là, les 1000 bateaux. Donc on a créé une commission de 14 personnes qui regroupait à peu près tous les gens acteurs de la fête. Et donc je pense qu'on a fait un bon programme. Bon, finalement, il y a eu des déçus parce qu'il y a des personnes qu'on n'a pas pu prendre, parce que bateau trop moderne pour ce genre de manifestation. Mais bon, on ne pouvait pas accueillir tout le monde non plus. Hein. Merci beaucoup Didier de nous avoir expliqué un petit peu comment la partie mer allait se gérer, comme ça, tous les jours. Pour nous, pour notre part, on se retrouve dès demain dans un nouvel Instant Été. Vous retrouverez TB Sud.